J'introduis maintenant le point 2 qui est intitulé La crise de l'éducation et qui évidemment nous rapproche de préoccupations qui sont plus directement liées à notre milieu professionnel, si je peux dire les choses comme ça, des préoccupations relatives à l'éducation. Je voudrais traiter 3 points dans cette introduction et le premier consiste à faire le lien avec ceux dont nous avons parlé ce matin, c'est-à-dire le premier grand travail que Hannah Arendt a consacré au totalitarisme. Cet ouvrage, je l'ai dit, est paru en 1951 et en 1958, donc 7 ans plus tard, Hannah Arendt a fait paraître son deuxième ouvrage majeur, qui s'intitule Human Condition, donc traduit en français sous le titre Conditions de l'homme moderne. Il en a déjà été question ce matin. On a remarqué que le lien entre les deux livres n'était pas intuitivement très évident. On peut le constater assez facilement en relevant par exemple que le terme de totalitarisme est très peu employé dans l'ouvrage qui est paru en 1958, un peu comme si Hannah Arendt avait délaissé cette préoccupation. Alors, Paul Ricoeur, qui a écrit une préface à ce deuxième ouvrage, suggère un lien en présentant ce deuxième livre comme le livre, je cite, de la résistance et de la reconstruction. Je voudrais commenter cette formule en rappelant que pour Hannah Arendt, à partir du moment où il y a eu des régimes totalitaires comme ceux du XXe siècle, la menace du totalitarisme est une menace permanente dans l'histoire des sociétés humaines. D'où, pour elle, une double recherche à la suite de son premier travail. Premièrement, approfondir la réflexion sur ce qui fait que des régimes totalitaires sont possibles. Qu'est-ce qui les rend possibles alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant? Et puis, deuxièmement, s'interroger sur les conditions de la résistance au retour du totalitarisme. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un monde non totalitaire et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le préserver? Nous en avons déjà un petit peu parlé ce matin. Alors, dans l'ouvrage de 1958, La condition de l'homme moderne, on a un effort d'Hannah Arendt pour mettre en évidence les traits les plus importants, les plus consistants, non pas de la nature humaine, car pour elle, la nature humaine est quelque chose dont on ne peut pas dire grand-chose, mais les traits les plus consistants de la condition humaine. La condition humaine qui est liée au fait que nous sommes sur cette terre, comme ça a été dit ce matin, et que cette terre nous impose un certain nombre de conditions d'existence. Et qu'est-ce qui, dans cette structure constitutive de la condition humaine, peut faire obstacle au régime totalitaire, et qu'est-ce qui, au contraire, dans son évolution historique, peut les favoriser? Alors, l'éducation, pour faire le lien avec la deuxième partie de mon introduction, l'éducation est une activité humaine parmi d'autres sur laquelle Hannah Arendt va réfléchir dans cette période. Donc j'en viens à ce point qui nous intéresse de façon plus directe. Hannah Arendt a écrit 2 articles sur l'éducation. Le premier est moins connu, il s'intitule « Les réflexions sur Little Rock ». On pourra éventuellement en parler. Mais celui qui est le plus célèbre, c'est La crise de l'éducation, qui est paru en 1958, la même année que l'ouvrage Conditions de l'homme moderne. Et c'est intéressant, cette contemporanéité est évidemment quelque chose d'intéressant. Je voudrais faire une remarque sur le contexte dans lequel Hannah Arendt a écrit ces articles. Elle les a écrits aux États-Unis,
dans un contexte de discussion publique sur l'école qu'on peut résumer, qu'on a résumé, que les Américains, avec le génie de la langue qui leur est propre, ont résumé par l'expression « Pourquoi le petit John ne sait-il pas lire ?» Et donc, c'est une discussion publique sur la baisse du niveau, sur la régression qui, de l'avis d'un certain nombre d'analystes, caractérisait l'enseignement aux États-Unis dans les années 50. Hannah Arendt reprend à son compte les termes de cette discussion, autrement dit, elle s'inscrit dans une opposition assez idéologique entre ceux qui, comme John Dewey par exemple, ont depuis longtemps accusé les méthodes traditionnelles, méthodes autoritaires, méthodes mécaniques, qui sont source d'ennui et de démotivation pour les élèves, et qui donc expliquent les difficultés rencontrées par un certain nombre d'élèves, par exemple pour apprendre à lire. Donc cela d'un côté, et d'un autre côté, ceux qui, en réaction à ces pédagogues novateurs, accusent au contraire les méthodes modernes qui suppriment la transmission, qui conduisent à une baisse du niveau scolaire. Donc, on est dans le cadre de cette discussion politique, idéologique, dans laquelle Hannah Arendt ne renvoie pas les deux camps dos à dos. Il faut bien le dire qu'elle se situe plutôt du côté de ceux qui critiquent les idées modernes. Elle se situe du côté de ceux qui critiquent non pas John Dewey, qui était décédé au moment de cette discussion, mais plutôt de ses continuateurs. Je voudrais maintenant venir à la situation française parce que il est intéressant de noter que la même querelle a été reproduite à quelques différences près en France 20 ans plus tard, dans les années 80. Je voudrais rappeler le contexte dans lequel cette querelle de l'école a eu lieu. Ce contexte, c'est en 81 celui de l'élection de François Mitterrand, qui est devenu le premier président socialiste de la Ve République, et qui a, dans son premier gouvernement, appelé au ministère de l'Éducation nationale Alain Savary, qui lui-même a fait venir au ministère des pédagogues, entre guillemets, en particulier Louis Legrand, qui avait été directeur de ce qui ne s'appelait peut-être pas encore l'INRP à l'époque, et aussi Antoine Pro ou André de Peretti. Il y avait eu à ce moment-là un projet de réforme du collège, une ouverture du collège sur la vie sociale, des projets de stage, des projets de groupes de travaux dirigés, etc., des projets de tutorat. Et tous ces projets de réforme ont suscité une réaction assez vive. Je pense en particulier à un ouvrage qui a eu pas mal de retentissement, écrit par un linguiste et un sémiologue, Jean-Claude Milner, par ailleurs engagé politiquement à l'extrême gauche, ouvrage intitulé « De l'école », dont on a beaucoup parlé, et différents écrits qui, à partir de ce moment-là, ont dénoncé les évolutions pédagogiques. En 1984, Alain Savary, excusez-moi, a quitté le ministère de l'Éducation nationale. Il a été remplacé par Jean-Pierre Chevènement, qui a fait paraître de nouvelles instructions officielles en réaffirmant une orientation plus républicaine, une filiation avec l'école de Jules Ferry, avec l'idée d'instruction publique, etc. C'est l'époque où on est allé rechercher, on pourrait dire redéterrer, si on n'est pas gentil, les œuvres de Condorcet en particulier, sur l'instruction publique. Et à la même époque, pour finir sur ce contexte, la revue Le Débat a publié toute une série d'articles très intéressants intitulés « La nouvelle querelle de l'école ». Donc, pourquoi est-ce que je rappelle ces deux éléments à la fois aux États-Unis et en France? C'est pour rappeler que Hannah Arendt a été lue premièrement, dans ce contexte de discussion publique et de discussion polémique.
L'ouvrage dans lequel elle avait fait paraître son article sur l'éducation, donc l'article « La crise de l'éducation », cet ouvrage avait été traduit en français en 1972 dans un livre donc, qui s'intitule « La crise de la culture ». Et vous voyez qu'en France, c'est dans les années 80 qu'on a eu cette nouvelle querelle concernant les évolutions de l'école démocratique. Il n'est donc pas du tout surprenant que dans ce contexte français, Hannah Arendt a été récupérée, entre guillemets, par le camp des antipédagogues, hein, de ceux qui dénonçaient les évolutions de l'école sous l'influence des idées pédagogiques de gens comme John Dewey ou d'autres. Hein. Donc, on pourrait dire que Hannah Arendt a été récupérée par le clan des défenseurs de l'école traditionnelle contre les pédagogues. En gros, l'opposition américaine entre Dewey d'un côté et Arendt de l'autre a facilement été dupliquée dans le contexte de la discussion française. Alors, troisième et dernier moment de mon introduction, pour ma part, là je prends position de façon personnelle, je souhaiterais dire que cette opposition entre Dewey et Arendt est très caricaturale. Alors pourquoi est-ce qu'elle est caricaturale? Pour, me semble-t-il, deux raisons. La première, c'est que cette opposition est très idéologique. Elle a été mise en avant par des personnes qui se contentent de slogans, qui se contentent de prises de position idéologiques, qui, autrement dit, ne prennent pas tellement la peine de se renseigner sur la réalité de l'enseignement et encore moins sur les écrits des gens qu'on critique. Alors, il faut bien avouer que c'est d'ailleurs le cas d'Hannah Arendt elle-même, hein, qui a eu au moins l'honnêteté de reconnaître que sa critique des idées pédagogiques pêche, je cite, par son exagération évidente. Hein, c'est dans la crise de l'éducation. Et le fait est que elle n'a sans doute pas pris vraiment la peine de se documenter. Elle s'est apparemment contentée de lire des essais qui allaient dans le sens de ses propres convictions. Cela, à mon avis, relativise beaucoup l'intérêt de sa critique de ce qu'elle appelle les idées modernes sur l'éducation, critique qui est formulée dans la deuxième partie de son article. Deuxième remarque au sujet de ce que dit Hannah Arendt dans cette critique, contrairement à ce qu'un grand nombre de polémistes ont fait en France, il n'y a pas, je voudrais insister sur ce point, il n'y a pas sous la plume d'Hannah Arendt de mépris professé pour les pédagogues et pour les questions pédagogiques. Elle ne considère pas ces questions comme étant dépourvues d'intérêt, simplement, elle propose un autre point de vue. Un point de vue qui est, dit-elle, un point de vue politique. La crise de l'éducation fait partie d'un essai de pensée politique, ou mieux, si je peux dire les choses comme ça, dans cet article, Hannah Arendt s'efforce de séparer le domaine des questions pédagogiques, un domaine qui est réservé, dit-elle, aux spécialistes, par exemple aux spécialistes de sciences de l'éducation, pourquoi pas, et le domaine de la réflexion politique, qui est un domaine sur lequel tout citoyen comme tel doit pouvoir se prononcer. Et puis pour finir cette introduction, je voudrais introduire un dernier point qui est très important, qui a été très important pour moi, pour continuer à parler de façon personnelle, dans le fait que Hannah Arendt a été, en ce qui me concerne, une figure inspirante dans le travail que j'ai pu faire sur les questions d'éducation. Ce point, c'est que l'écrit d'Hannah Arendt n'est pas seulement un écrit de circonstance qui est lié à l'actualité de la discussion publique aux États-Unis ou en France. Ce qui m'a intéressé personnellement, c'est que son article pouvait être relié aux concepts principaux de sa philosophie. Je rappelle ici que cet article, La crise de l'éducation, est paru la même année que Conditions de l'homme moderne, en 1958. Et on retrouve dans l'article sur l'éducation quelques-uns des concepts fondamentaux qui sont développés dans l'ouvrage sur la condition de l'homme moderne.
Alors, je reviens sur la notion de figure inspirante un tout petit peu avant de finir cette introduction, parce que il faut se souvenir, enfin, je me permets de remémorer le fait que, à cette époque, dans les années 80-90, en France, hein, donc à la fin du XXe siècle, il faut se souvenir que parmi les philosophes les plus importants en France, la question de l'éducation avait été relativement délaissée. Des gens très importants comme Jean-Paul Sartre ou Maurice Merleau-Ponty n'ont à peu près rien écrit, sinon en passant, hein, et rien de substantiel, n'ont rien écrit sur l'éducation. On sait aujourd'hui que Michel Foucault avait plus écrit, bien sûr, mais d'autres avaient délaissé la question de l'éducation, et la figure qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, une figure qui était extrêmement importante en France, non pas d'un philosophe français mais allemand, la figure de Martin Heidegger, c'était aussi quelqu'un qui ne s'était jamais préoccupé des questions éducatives. D'autres philosophes comme Hans Jonas étaient, dans les années 80, moins connus. Et donc, il faut bien dire à cet égard que l'article d'Hannah Arendt sur la crise de l'éducation est apparu comme une opportunité très intéressante pour des personnes parmi lesquelles je me trouvais, qui étaient dans le milieu de la formation des enseignants et donc professeur de philosophie, amené à faire de la philosophie de l'éducation. Ça a été pour quelqu'un comme moi une opportunité très intéressante de penser l'éducation à partir d'une œuvre philosophique consistante. C'était une situation très rare et c'est sans doute une des raisons pour laquelle, enfin, c'est une des raisons pour laquelle personnellement, je me suis beaucoup attaché à la lecture d'Hannah Arendt, de ce qu'elle avait à nous dire sur ces questions éducatives. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole aux différentes interventions.